أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Je suis honoré aujourd'hui de me retrouver parmi vous, parmi cette élite intellectuelle de haute facture, et vous saurez que ceux qui ont pris la parole ici sont tous des spécialistes en recherche et surtout recherche concernant les questions de société. Et cette question dont nous parlons, qui est le terrorisme, est une question de société aussi. Je me félicite d'avoir bien écouté mon ami le commissaire Cheikh Tidiane Ndiaye, qui est un confident, un conseiller avec qui j'échange sur beaucoup de questions et qui est très passionné de ce débat. Je parle de passion positive ici parce que c'est le technicien, c'est le praticien qui parle de son domaine. Ce n'est pas de la théorie qu'il fait. Quand il parle de toutes ces dates, de tous ces événements, il ne vous aura pas dit « je l'ai lu » comme les chercheurs que nous sommes, mais il vous dira « j'y étais, j'ai participé, j'ai vu ». Et ça, c'est son expérience. C'est pour cela que je me rappelle d'une parole de l'ancien directeur de la sécurité, Sow, qui disait lors de la réunion des commissaires à la retraite, qui a traité du même sujet, à laquelle réunion j'ai été invité pour assister et écouter. Je pense que c'est le commissaire Cheikh qui m'avait invité. Alors il a dit, lorsque ceux qui savent se taisent, sont ceux qui ne savent pas qui vont parler. Alors sur cette question-là, c'est vrai, il y a eu beaucoup de théories, mais l'aspect pratique est très important et ça nous permet d'aborder la question avec du pragmatisme, de trouver des solutions à ce problème-là que nous vivons. Il a parlé d'une chose qui m'a en tout cas pas surprise, mais c'est la réaction qui s'en est suivie qui m'a surprise. Le réveil de la CEDEAO a été très tardif. Ils se sont réveillés tardivement. Vous avez parlé de 2012. Mais ce qui est plus inquiétant, lorsqu'ils se sont réveillés, ils ont pris la mauvaise direction. Alors, ce n'est pas trop grave de se réveiller en prenant la bonne direction, mais c'est catastrophique de se réveiller en retard déjà et de prendre la mauvaise direction. Je m'explique en parlant de la mauvaise direction. J'ai vu, et je l'ai lu, et je sais que ça fait partie des documents de référence de la CEDEAO en termes de lutte contre le terrorisme, une étude qui a été commanditée et sur laquelle étude les éléments de conclusion sont en porte-à-faux avec la réalité. J'en ai parlé à l'auteur de l'étude, je l'ai interpellé à plusieurs reprises dans les débats publics et en privé sur ses conclusions par rapport à cette étude-là. Est-ce qu'elle les pense correctes? Alors, ce qu'elle me donne comme réponse, et je la partage avec vous, c'est que c'était une vision du moment et qu'aujourd'hui j'ai évolué. Je ne dirais plus cela s'il m'était donné de refaire une même enquête, une même étude. Mais malheureusement, la toile étant ce qu'elle est, l'Internet étant ce qu'il est, quand vous faites partout à travers le monde des recherches sur la CEDEAO et la sécurité, malheureusement vous tombez sur cette étude-là. Et quand vous lisez l'étude, vous vous rendrez compte que les éléments subjectifs de l'étude ont été plus nombreux que les éléments objectifs. Malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons pas vu la CEDEAO reprendre une deuxième étude pour dire nous voulons une étude de la réalité sécuritaire dans notre espace pour pouvoir prendre les mesures idoines. Alors, tout étant, il faudrait
penser à une prospective, à une lecture prospective pour voir comment prendre en charge avec nos réalités ce phénomène dont le tableau n'est pas macabre seulement, mais est cynique aussi. Alors macabre lorsqu'on nous parle de plus de 50 000 morts ou victimes dans des actions terroristes dans notre espace. On nous parle de 50 000 victimes, c'est le chiffre. Et que ce chiffre-là ne donne goût à des personnes qu'à faire de la manipulation, à utiliser ce phénomène pour certains s'enrichir, d'autres trouver de l'existence intellectuelle sur l'espace. Alors cela est cynique. Et cynique dans le sens où tout le monde devait consentir l'effort nécessaire de sa part et dans son espace pour juguler, pour trouver des solutions idoines en tout cas, à régler ce phénomène du terrorisme. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Aujourd'hui, tout ce que nous voyons comme projet d'étude, comme projet de recherche, va dans le sens d'institutions de recherche qui souvent cherchent des fonds pour alimenter des caisses. Et aujourd'hui, le sujet qui se vend le mieux dans l'espace, c'est le sujet sécuritaire. Et il a parlé de la responsabilité de certains gouvernants, mais nous voyons même la manière. Nous voyons même que la manière avec laquelle certains dirigeants abordent la question n'est que pécuniaire. Comment faire peur aux partenaires stratégiques du Sénégal qui ont des intérêts au Sénégal? Ce n'est pas seulement des considérations religieuses ou des considérations civilisationnelles, mais ce sont des considérations d'intérêt économique. Des pays ont de l'intérêt en Afrique. Des pays ont de l'intérêt surtout en Afrique subsaharienne. Lorsque le Sénat français sort son rapport pour dire « l'Afrique est notre avenir », je viens de le lire. Alors c'est un rapport qui en dit beaucoup. L'Afrique, notre avenir. Aujourd'hui, sans l'Afrique, alors l'Europe va vers la déchéance, l'Europe va vers le déclin, et que donc il faut voir comment prendre cette Afrique-là, alors de telle sorte qu'elle ne pourra pas échapper à notre hégémonie, à notre contrôle. Et en ce moment-là, tous les moyens sont bons. Et que donc le dirigeant qui parle à ses partenaires stratégiques de l'Afrique leur fait tellement peur qu'il les force à injecter des fonds. Venez mettre votre argent pour la sécurité de notre espace, sinon vos intérêts seront menacés. Et pour cela, on commandite des rapports, pour cela, on tient un certain discours incendiaire, et pour cela, on met même certaines franges de la population en danger, en les incriminant d'être les porteurs des germes du terrorisme. Alors, ce qu'on m'a demandé d'analyser, c'est 3 points sur les relations possibles entre l'injustice, le radicalisme et le terrorisme. Ça, c'est une relation directe. Évaluer les méthodes de lutte contre le terrorisme, je pense que ce que le commissaire a fait en termes de vulnérabilité, je ne pourrais pas faire mieux, c'est le technicien qui a parlé. Peut-être suggérer des pistes de réflexion pour faire face au radicalisme. Ça aussi, c'est un point sur lequel on pourrait donner quelques idées de réflexion. Alors, sur les relations possibles entre l'injustice, le radicalisme et le terrorisme. Alors, beaucoup d'études à travers le monde ont montré que la relation est tacite. C'est une relation directe. À chaque fois qu'il y a pauvreté, à chaque fois qu'il y a conditions sociales difficiles, misérables, alors tous les facteurs sont réunis pour créer cette bombe sociale qui peut s'exprimer sous façon terroriste ou criminelle de manière plus large. Criminels sont les agressions, criminels sont les assassinats, mais terroriste, c'est lorsqu'on utilise un alibi idéologique
pour perpétrer des actions criminelles. L'histoire a montré que, surtout l'histoire récente de l'Afrique, que partout où le terrorisme s'est développé, le radicalisme religieux s'est développé, c'est parce que le terreau a été fertile. Nous avons pris le cas de Boko Haram que nous avons étudié, c'est un cas d'école maintenant dont les gens parlent beaucoup. Alors, la situation de l'État de Borno, économiquement parlant et socialement, était l'une des plus désastreuses au moment où le précurseur de ce courant Boko Haram, Mohamed Youssouf, émettait ses idées anti-État. Les gens parlent de 2% des enfants de moins de 15 mois étaient vaccinés. Les enfants de moins de 15 mois, seulement 2%. L'accès à l'éducation, 83% des jeunes n'avaient pas fait l'école. 48% des enfants en âge d'être scolarisés ne le sont pas. 34,8% des musulmans de 4 à 16 ans n'ont jamais fréquenté aucune école. Certainement l'idée de Boko Haram, c'est-à-dire tout ce qui était occidental, devait être banni, y est pour quelque chose, mais des conditions de vie difficiles ont participé à l'émergence de cette idée radicaliste qui a donné naissance à cette forme de revendication violente que nous avons vue avec le groupe Boko Haram. Et c'est pourquoi aujourd'hui il y a une théorie qui parle plus de l'islamisation du radicalisme plutôt que du radicalisme islamique. Alors voilà des gens qui n'ont pour eux aucune perspective de réussite, aucune chance, d'après leur analyse, de réussir tel que les choses sont organisées, alors, et qui versent dans le radicalisme qu'ils vont habiller par de l'islamisme pour se donner, en tout cas, bonne impression, pour se donner bonne pensée, disant que je vais mourir pour une cause noble. Et que cela s'explique par d'autres rapports. Je rappelle le rapport de Pietrasanta qui a été commandité par le ministère de l'Intérieur français, et sur lequel rapport la cause, la causalité, l'effet de causalité entre pauvreté et extrémisme, radicalisme, exclusion sociale et radicalisme était clair. Alors il dit en des mots clairs et simples que la pauvreté est le terreau social très facile, facilitant l'adhésion à toute forme d'idéologie extrémiste. Et que pour lui, la question religieuse est peu présente dans la radicalisation. Aujourd'hui, ce qu'on veut nous faire croire, c'est que c'est la question religieuse qui est le fondement du radicalisme. Lui, il mentionne dans son rapport que le fait religieux, le phénomène religieux est peu présent dans le radicalisme. Et qu'il a cité d'autres facteurs qui ont participé dans la société française à accentuer ce fossé-là qui a existé entre les Français d'origine gauloise et autres et les Français d'origine arabe, ce qui fait aujourd'hui que ces Français en perte de repères identitaires se retrouvent en citoyens pleins d'autres pays en création. Tu peux prendre l'État islamique ou un autre pays, un autre État en création. Le rapport du centre de recherche belge aussi a montré cela. Aujourd'hui, la Belgique est l'un des pays les plus grands fournisseurs de djihadistes, de combattants au niveau de l'Europe. Alors ils se sont posé des questions, qu'est-ce qui a dû nous amener à cela? Mais la réponse aussi a été la même.
il faudrait comprendre que ce sont des jeunes marginalisés vis-à-vis d'une société dans laquelle ils ne se reconnaissent pas et qui adoptent des conduites de déviance radicales qui ont même pris des formes criminelles, parce que vous les voyez avec des extraits de casiers judiciaires remplis de vols à main armée, de faits de banditisme, etc. Et ce sont ces jeunes-là qui, du jour au lendemain, se retrouvent en grand porteur d'idéologie pour dire « nous allons mourir pour la cause d'Allah ». Alors cela montre qu'il y a une certaine manipulation du phénomène religieux. Et c'est cette exclusion-là qui s'est transformée en radicalisme. Maintenant, pour se faire bonne conscience, on fait porter à ce radicalisme-là le nom d'islam, pour, en tout cas, mourir avec la bonne conscience. Alors tout cela veut dire que nos États sont d'une part responsables de ce phénomène grandissant de l'adhésion de jeunes au mouvement terroriste. On te dira qu'en Afrique de l'Ouest, l'un des plus grands recruteurs, c'est l'AQMI. L'AQMI, lorsqu'il était fort, lorsqu'il était puissant, pouvait recruter des jeunes et leur payer 200 000 francs par mois. Quand tu vois un jeune de chez nous, je ne vais pas stigmatiser un quartier en parlant de ce dont certains parlent, mais tu prends un jeune qui n'a aucune ressource financière, qui n'a aucun moyen de se déplacer, qui n'a pas de travail, qui a atteint un certain âge de responsabilité et qui, devant le fait des choses, se retrouve manipulé par un recruteur qui lui propose 200 000 francs par mois en lui donnant une bonne conscience que tu vas vivre dans un État islamique, alors qu'on l'a déjà préparé à comprendre que cela est le meilleur type d'État qu'il pourrait voir. Alors ce jeune-là, adhérer à cette vision serait une chose très simple pour lui. Et c'est ce dont on assiste aujourd'hui, des jeunes qui se déplacent pour aller rejoindre des groupes djihadistes parce qu'on leur a promis une rémunération mensuelle qu'ils espèrent avoir. Donc le fait religieux est peu présent, c'est un fait pécunier, c'est un fait d'insertion sociale plus qu'un fait de conscience religieuse. C'est le même phénomène qu'on remarque avec l'immigration clandestine. Aujourd'hui, on nous parle de 2012 ou 2014 à 2016, il y a eu plus de 10 000 victimes de l'immigration clandestine. Des Africains qui sont morts à haute mer, des Africains et d'autres nationalités. Alors ces gens-là qui sont prêts à braver la mort, à dire Barça ou Barzakh parce qu'ils n'ont plus d'espoir de vivre de manière décente chez eux, alors ces gens-là, si on leur propose une alternative sociale qui leur permet une insertion, qui leur permet une vie, ne serait-ce qu'une vie imaginaire, alors ces gens-là vont répondre à ces sollicitations et à ces appels. Et que donc ce phénomène-là de la pauvreté est l'un des facteurs, en tout cas les plus visibles de l'engouement de certains jeunes de nos contrées à adhérer à ces idéaux extrémistes ou radicalistes ou à aller même rejoindre certains groupes. Il est aussi important de noter, et là c'est une décision, c'est des membres de la société civile européenne qui en parlent, est-ce qu'il faudrait continuer de la part des pays européens à soutenir des dirigeants qui sont qualifiés par la société civile comme étant des terroristes en cravate? Des terroristes en cravate qui vont détourner les investissements des partenaires, qui vont détourner les budgets de leur pays pour aller les réinvestir dans des pays émergents, au Qatar, à Dubaï, en Europe, et laissant leur population en misère. Est-ce qu'il faudrait continuer à soutenir ces pays-là, ou il faudrait chercher à sanctionner, à imposer des sanctions pour ces pays qui laissent leur population dans une pauvreté extrême, et que c'est cette pauvreté-là aujourd'hui qui est en train d'instabiliser le monde entier? Les gens sont en train de réfléchir dans ce sens-là, et c'est une réflexion correcte. Les partenaires, je le dis très souvent, ils ne le font pas parce qu'ils nous aiment. C'est vrai que les conditions
de nos pays dans la pauvreté et la misère ont été réunis pour la plupart par certains d'entre eux. Mais aujourd'hui, ils sentent la nécessité de revenir et d'aider pour que cette bombe sociale n'explose pas, car lorsqu'elle explosera, alors elles ne seront pas exemptes de conséquences. Maintenant, pour évaluer les méthodes, nous pensons que les méthodes utilisées jusqu'à aujourd'hui sont des méthodes, en tout cas, qui n'ont pas porté leurs fruits. Nous avons vu dans certains pays qui ont voulu lutter contre des organisations terroristes, certains ont mis beaucoup de moyens à équiper l'armée. C'est une bonne chose, le commissaire en a parlé, il faut équiper nos armées. C'est une logique. Lorsqu'on est une nation souveraine, alors il faudrait avoir une armée bien équipée. On n'a pas besoin, à chaque fois qu'il y a un trouble chez nous, de voir des armées de pays partenaires venir nous aider. C'est même honteux à la limite. Mais c'est parce que nos États n'ont pas travaillé à équiper leur armée. Mais cela ne suffit pas, parce que nous avons vu que ce comportement malsain d'une certaine élite africaine a fait que même les fonds investis dans l'équipement de nos armées sont détournés. Vous avez vu dans un pays où l'ancien secrétaire général à la défense a été traduit en justice pour avoir détourné $1 million destinés à équiper l'armée pour aller combattre des groupes terroristes. Et qu'aujourd'hui, cette question-là d'équipement de nos armées est une question. La question des renseignements est une question. Je dis qu'un pays ne peut exister sans un renseignement fiable. Heureusement que le technicien en a parlé. Aujourd'hui, les autorités, les décideurs font plus confiance à l'article de presse qu'au BR. Il faudra se poser la question, il y a un problème. Ces gens qui sont formés, ces gens qui sont payés de par nos ressources, pour qu'ils assurent une bonne information sécuritaire, si les décideurs n'ont plus confiance en leur information, il y a un problème. Mais c'est parce que les gens ont mis beaucoup d'intérêt, beaucoup de subjectivité dans les rapports qu'ils transmettent. Et les gens se sont rendus compte, à force de lire ces rapports, qu'il y a beaucoup d'éléments faux. Et comme il y a des éléments faux, les gens ne font plus confiance à ces rapports. Certainement, le spécialiste pourra revenir sur cette question. En tout cas, ce que nous avons vu de certains rapports qui ont été envoyés à l'autorité concernant certains groupes ont été faux de A à Z. Alors tu te poses la question maintenant, comment ces gens se sont débrouillés pour avoir cette information-là, d'où ils l'ont puisée? Si après avoir rédigé et écrit et transmis, les vérifications ont montré que c'était faux, alors que toi tu es le spécialiste, tu es celui qui a été formé pour ça, alors cela pose un grand problème. Donc, l'approche sécuritaire est une approche, mais elle n'est pas la seule approche. L'approche d'information, de conscientisation, c'est celle-là qui a jusqu'à aujourd'hui donné les meilleurs résultats. Nous avons plaisir de donner souvent l'exemple de l'actuel président du Nigeria, Mohamed Buhari, qui, une fois installé dans ses fonctions de président fédéral, a fait appel à l'Union des oulémas d'Afrique. Tout le monde pouvait se poser la question, ce n'est pas des spécialistes sécuritaires. Pourquoi faire appel à eux et leur poser la question Boko Haram? Mais parce qu'il sait qu'au-delà de l'aspect sécuritaire, mais il y a un soubassement idéologique. Certains cherchent à manipuler les préceptes de l'islam pour engager des jeunes dans des combats qui n'ont pas de lendemain. Et lorsque les oulémas d'Afrique sont venus le voir, il a pris son stylo et a marqué les idées qu'il lui donnait. Et une application, je ne sais pas si c'est à 100% l'application de ces idées qui ont conduit à ces résultats, mais aujourd'hui, tout le monde sait que Boko Haram est devenu une coquille vide. Auparavant, lorsque Boko Haram avait des armes lourdes, lorsque Boko Haram avait des chars, lorsque Boko Haram avait des moyens de déplacement,
et qui allaient même attaquer l'armée. Aujourd'hui, Boko Haram se limite à des actions ponctuelles qui n'ont aucun effet, si ce n'est tuer des vies innocentes. Pour vous dire que cette expertise-là, religieuse, elle est importante et il faudrait la considérer dans cette lutte. Le dernier rapport que j'ai vu, je ne vais pas faire comme mon prédécesseur, le temps est terminé. Alors, le rapport du Centre de recherche belge est un rapport très intéressant, il faut le lire. Alors, il est en contradiction des rapports que nous voyons ici. Lorsque nous catégorisons des groupes de musulmans en disant qu'ils sont porteurs des germes du terrorisme, ce rapport-là en fait des porteurs de la paix. Et je vous recommande d'aller voir le rapport. Ce n'est pas un rapport d'ici. Ces mêmes groupes qui sont qualifiés d'être des porteurs des germes du terrorisme, dans ces rapports, qui sont certainement plus actualisés, montrent qu'ils peuvent être des porteurs de paix. Et que dans leur enseignement, rien n'indique la voie terroriste. Certainement, c'est une manipulation de ces enseignements qui ont conduit à cela. Le dernier élément du rapport qu'il est important de souligner, c'est qu'aujourd'hui, il y a une machination. Une machination des clivages qui existe entre les musulmans, les différentes options, les différents courants d'idées, que certains veulent manipuler pour faire exploser le monde musulman, et le rapport de Rand en est le meilleur exemple. Le rapport de Rand de 2003, lisez le rapport, vous allez voir les musulmans divisés en 4 groupes, fondamentalistes, traditionnalistes, modernistes et sécularistes, et comment faire maintenant pour utiliser les forces et les faiblesses des uns et des autres et faire exploser le monde musulman. Et c'est très simple, il n'y a qu'un discours bien organisé et bien réfléchi qui est jeté à la place publique pour tout de suite faire exploser le monde musulman, qu'Allah nous en préserve. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Voilà, merci Imam Ismaïla. Donc vous comprenez que la gestion du temps est assez difficile. Et donc, très intéressant comme approche également, à la suite du commissaire Cheikh Tidiane. Nous apprenons beaucoup de choses en essayant d'avoir une lecture assez posée sur le débat qui concerne le terrorisme. Donc, c'est dans cette lancée que l'Amicale avait émis une réflexion pour essayer un peu d'apporter sa contribution dans ce débat. Et nous allons donc donner la parole à notre frère Ndaraou, qui avait coordonné les travaux du comité de réflexion. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasoulillah. Merci, cher président, chers invités, chers débatteurs ou panélistes. Nous vous remercions d'avoir répondu à l'invitation de l'Amicale des cadres musulmans du Sénégal. 5 minutes. Donc on me donne 5 minutes pour vous présenter un travail qui a été fait et qui vraiment, de toute façon je vais me conformer à cette directive du président de séance et d'essayer d'aller très vite en présentant les grands axes du rapport. Comme vous le savez, nos panélistes viennent de discuter du problème du terrorisme et d'en montrer les différentes articulations et de dire comment on en est arrivé à ce terrorisme-là et d'envisager des solutions pour endiguer ce phénomène. Aujourd'hui, la mission de l'Amicale est de faire en sorte de faire comprendre le pourquoi on en est arrivé là. C'est l'optique que l'Amicale a prise pour anticiper sur les phénomènes en faisant de l'étude et de la réflexion. À ce titre, l'Amicale avait mis en place un groupe de travail qui était composé d'éminents docteurs, de chercheurs, et qui ont travaillé pendant 4 mois pour proposer une étude à l'Amicale au fin de valider l'idée de la pertinence de mettre en place un centre de recherche sur l'islam et les questions
contemporaine. Donc cette étude est partie d'une analyse du contexte actuel dans lequel évolue le mouvement islamique. Ce contexte est caractérisé par un débat idéologique et politique mondial où le musulman occupe la place centrale sans avoir la possibilité de donner de la voix dans ce débat-là. Aujourd'hui, dans le débat du monde, vous ne pouvez pas rester, suivre un journal, regarder un site internet, à la télé, à la radio et dans les journaux, sans qu'un fait islamique ne soit relayé ou que des musulmans soient remis en cause dans certains événements. Et ça, c'est l'aboutissement du triomphe du libéralisme occidental et de ses idéaux, parmi lesquels on peut citer la démocratie, la laïcité et, si je peux dire, la diffusion d'une information plurielle et sans censure, si je peux dire, libertaire. Donc face à ce triomphe des idéologies libérales, les musulmans sont en train de perdre leur identité et leurs faits et gestes sont analysés sous le prisme donc des valeurs occidentales. Sans repère ni voix, dans ce monde en pleine guerre idéologique, les musulmans donc font face et sont manipulés à travers des contre-vérités qui sont véhiculées, des raccourcis, des amalgames par rapport aux faits et gestes dans lesquels d'autres musulmans sont impliqués sans l'utilisation même de leur identité religieuse. Mais cette situation est un peu aggravée par le manque de visibilité et de lisibilité de la position des représentants de l'islam dans l'espace public, sous fond de lutte d'influence et de positionnement d'autres musulmans qui ont d'autres projets idéologiques aux antipodes des valeurs mêmes de l'islam. Donc c'est ça qui a justifié un peu que l'amicale des cadres musulmans du Sénégal, à travers son bureau exécutif, de mettre en place un centre de recherche sur les questions contemporaines pour constituer une alternative à la pensée unique ou la bien-pensance promue par l'idéologie occidentale, libérale plutôt, pour promouvoir une vision islamique des événements en mettant à la disposition des chercheurs, des étudiants, des décideurs, des pouvoirs publics et du grand public une grille de lecture islamique des actualités. Donc ce centre a pour mission principale d'enrichir la recherche en renversant la perspective. Tout à l'heure, dans la discussion de la présentation de mon frère Imam, il a beaucoup insisté sur des travaux qui ont été menés la plupart du temps en Occident. Aujourd'hui, les musulmans doivent prendre en charge la production de savoir et de connaissances dans la perspective islamique. C'est-à-dire qu'ils ne se basent pas sur les présupposés intellectuels, culturels et religieuses des gens qui sont, en tout cas, d'une autre idéologie. Donc, une des missions, c'est vraiment de renverser la perspective de recherche des phénomènes, sur les phénomènes nouveaux. Une autre mission fixée au centre, c'est que ce centre-là puisse être un laboratoire à la
conception et à la promotion de ce qu'on pourrait appeler la pensée islamique. Parce qu'aujourd'hui, dans le débat, dans l'espace public, le plus grand absent, c'est aujourd'hui l'islam. L'islam est au centre des débats, mais l'islam n'est pas acteur et ne peut pas donner sa vision. Ce centre donc veut se positionner comme étant un laboratoire de la pensée islamique qui soit à même de promouvoir une vision islamique des choses. À travers la publication et la production de supports en conformité avec nos valeurs, nos savoirs authentiques et notre histoire et notre contexte. Une autre des missions, c'est la mission d'observatoire. Le centre se veut être un observatoire des médias, parce que ce sont les principaux véhicules des savoirs, des idées et des innovations. Le centre voudra avoir un regard sur l'image, les faits qui concernent l'islam qui sont véhiculés pour pouvoir en dresser une lecture qui prendra en compte la perspective islamique. Les événements sociaux également seront regardés sous ce même prisme pour permettre aux musulmans d'avoir une lecture en conformité avec leur vision islamique des choses. Donc si on peut... C'est pas fini. 2 minutes. Hein. Donc je voulais vous parler maintenant des enjeux. Donc l'enjeu, nous avons identifié en tout cas 3 enjeux pour ce centre-là. Le premier enjeu, c'est la déconstruction des préjugés, des idées reçues et des amalgames qui sont faits au sujet de l'islam et des musulmans. Le deuxième enjeu, c'est le positionnement d'une lecture islamique des phénomènes et la promotion d'une opinion publique islamique qui sera très regardante par rapport aux messages qui seront véhiculés dans les différents supports et événements qui vont se dérouler. Le troisième enjeu, c'est la contextualisation. Aujourd'hui, le centre veut promouvoir une lecture en prise aux contraintes et aux réalités socioculturelles sénégalaises, voire africaines. Et en même temps, assurer une production adaptée à ces mêmes réalités. Les objectifs du centre donc, sont de mettre en place une infrastructure multifonctionnelle qui va permettre à l'élite musulmane de prendre part à l'élaboration de la connaissance et à la construction d'une pensée islamique. Le deuxième objectif, c'est de faire valoir la perspective islamique dans l'analyse et l'intelligence des phénomènes et des problèmes de société nouveaux. Et le troisième objectif sera de mettre à la disposition des musulmans, chercheurs, leaders, étudiants et décideurs, des ressources et des contenus de référence sur les problématiques contemporaines. Je ne sais pas si je vais couper ici, mais je crois que 5 minutes n'auront pas suffi pour présenter vraiment les grandes articulations de ce centre. Mais l'idée, c'est que le centre, en tout cas, est très pertinent et a été conçu. Et je crois que l'amicale, dans le cadre de la mise en œuvre de ce centre-là, va se rapprocher de vous, membres, partenaires, pour finaliser en tout cas les différentes articulations de ce centre et vraiment vous impliquer dans sa mise en œuvre. Parce que ce centre vise vraiment tous les musulmans du Sénégal, de quelque bord qu'ils se situent. L'essentiel, c'est de pouvoir défendre l'islam à travers ce centre-là et d'atteindre les objectifs de déconstruction des idées qui sont construites autour de l'islam et qui ternissent son image. Je vous remercie, Président, et je vous remercie. Encore une fois, merci Ndaro et toutes nos excuses pour vous avoir violenté dans un souci de gestion du temps. Donc, nous allons passer rapidement aux interventions parce que l'interaction avec le public est quelque chose de très important parce que nous avons besoin de la réflexion de tout le monde également. Je félicite vraiment la FMS pour cette initiative avec des experts et des analystes vraiment
très pertinent. Donc, moi, là où je voudrais en venir, c'est exactement sur ce sujet. Avant-hier, quand j'ai allumé Yahoo, ma boîte Yahoo, je vois en grand titre Michel Rocard qui dit que le Sénégal se djihadise. Et ce n'est pas n'importe qui le dit, c'est le Michel Rocard. Et là, je me demande de quel Sénégal il parle. Ce n'est pas le Sénégal où je suis ou quoi. Donc, j'essaie de voir le contenu. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est parce que le président avait proposé une laïcité intangible et sous la pression populaire l'a retiré. Il y a de plus en plus de femmes qui se voilent. Que des arguments vraiment fallacieux, mais qui malheureusement font très très mal. Parce que quelqu'un qui dit le Sénégal se djihadise à travers le monde. Donc là, je pense qu'il faudrait maintenant qu'on propose des répliques systématiques. Parce que quelque chose comme ça dissuade les investisseurs, les touristes et tous ces gens. Et l'État, immédiatement, devrait s'organiser, et j'espère que je compte aussi sur votre centre, parce qu'on a des journalistes chevronnés comme Balé Prera, comme Mohamed Baro, qui tout de suite devraient, parce que ça, c'est des Yahoo, TV5, tout ça, c'est des plateaux commerciaux. Ils quittent à payer pour amener la réplique immédiatement. Parce que justement, c'est ce genre de marginalisation qui fait que les touristes ne viennent, les investisseurs ne viennent plus, la pauvreté se répand, et comme l'a dit notre cher intervenant, quand la pauvreté se répand, la population est encore plus en proie à basculer. Donc vraiment, je me demande, il faut vraiment qu'on apprenne à être très réactif par rapport à tout cela. Et c'est d'ailleurs ce genre de stigmatisation qui a fait que, bon, qu'est-ce qu'il veut? Que les femmes qui se voilent, qu'on les emprisonne, que ceux qui disent qu'ils préfèrent la charia, qu'on les emprisonne, si on écoute Michel Rocard. Donc c'est ce qu'ils ont fait chez eux. Abaoud et les frères Kouachi, tout ça, ce sont des gens qui sont sortis des prisons. Bernard Lioger l'a rappelé à Manuel Valls quand il parlait de déclarer la guerre au fondamentalisme, au salafisme pour éradiquer le terrorisme. Bernard Lioger, qui est un de grands intellectuels, lui a dit, vous passez carrément à côté. Parce qu'il n'y a pas un imam qui a commis un attentat en France. Ce sont des jeunes de la banlieue, de notre propre banlieue, qui sont en train de commettre nos attentats. Donc là où je voudrais en terminer, c'est juste l'attentat qu'il y a eu à Colorado, c'est dans la boîte homosexuelle avec 49 victimes. Donc après, il soulignait le lendemain qu'en 173 jours de l'année, 163e jour de l'année, il y avait eu 174 fusillades aux États-Unis. Et pourtant, personne n'en a parlé. C'est quand quelqu'un s'appelle Omar qui commet une fusillade, il faut bien le médiatiser pour un peu ternir le dos de l'islam. Et en général, les experts, quand ils font des recherches, voient, comme le cas du World Trade Center, que c'était monté de toutes pièces pour ternir l'image de l'islam. Donc, merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Évidemment, en 2 minutes, on ne peut pas dire grand-chose, mais je voudrais dire que le commissaire Ndiaye a bien fait en abordant l'aspect historique. On ne peut pas parler d'un phénomène sans commencer par le cerner, par le définir exactement. Je n'ai pas entendu une définition nette de ce qu'on appelle terrorisme. Nous avons parlé plutôt de violence politique. Cette violence politique, les germes de cette violence politique ont été semés pendant la colonisation. Il a vraiment bien parlé en abordant le problème Touareg, puisque au Mali, la violence, c'est surtout ça. Les Touaregs voulaient leur propre territoire, leur propre pays. Ils n'ont jamais accepté d'être intégrés au Mali, mais la France, la puissance colonisatrice, a voulu les intégrer au Mali. Et c'est ça l'origine du problème. Pour ce qui concerne Boko Haram, bon, évidemment, la presse, tout le monde est influencé par ce que la presse dit, mais la réalité est que là aussi, Boko Haram est profondément enraciné dans l'histoire politique du Nigeria. Évidemment, au départ, il ne s'appelait pas Boko Haram, mais l'idée qui a fini par engendrer ce mouvement est profondément enracinée dans l'histoire politique du Nigeria. Je vous rappelle les événements du 14 janvier 1966, avec l'assassinat du Premier ministre du Nord, Amadou Bello, et l'assassinat du Premier ministre fédéral, Abubakar Tafawa Balewa. Il faut bien exploiter cette dimension historique
pour pouvoir cerner les vraies causes de ce qu'on appelle aujourd'hui le terrorisme. Une fois, je parlais, je crois, avec le commissaire à propos du séparatisme. Je crois que ce qu'il a dit à propos du Mali s'applique à tous les séparatismes. En fait, il s'agit d'une violence politique. Des gens qui sont intégrés dans une entité à laquelle ils ne s'identifient pas. Et ils réagissent. Parfois, on appelle ça séparatisme, parfois, on appelle ça terrorisme. Mais le séparatisme emploie les mêmes méthodes que les mouvements qualifiés de terroristes. Je pense aussi que, quoi qu'il en soit, il ne faut pas négliger le rôle de l'ancienne puissance colonisatrice. Ce qui vient de se passer en Afrique centrale montre clairement qu'il y a quand même l'ancienne puissance qui est derrière et qui surveille de près ses propres intérêts. De toute façon, vous voulez créer un centre, je vous félicite pour ça, mais il faut y aller doucement, en réfléchissant attentivement. Puisque je crois que le commissaire, qui est un expert, a fait allusion à ça, et le frère aussi, le frère Ismaël Ndiaye, sur l'impact du financement des recherches sur les résultats de la recherche. Il faut faire attention. Moi aussi, j'ai beaucoup lu, j'ai lu beaucoup de rapports, mais on a l'impression que les résultats étaient connus dès le départ, parce que le bailleur de fonds voulait qu'on aboutisse à des résultats précis. Donc, il faut faire attention à ça. Ceci dit, demain, Inch'Allah, je vais faire une conférence sur le même thème. Si votre temps vous le permet, vous viendrez m'écouter et peut-être contribuer aussi au débat. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah le Très-Haut a dit: Inna allazina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasratan thumma yughlabun wallazina kafaru ila jahannama yuhsharun. Ceux qui ont mécru dépensent leurs biens pour barrer les gens vers le sentier d'Allah. Ils vont bien sûr les dépenser, mais ensuite ils seront une source de regret pour eux. Puis ils seront vaincus et tous ceux qui ne croient pas seront rassemblés vers l'enfer. La notion de terrorisme autrefois s'assimilait à des organisations armées de lutte pour des causes en totale opposition aux intérêts du pouvoir en place. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a repris le même terme pour l'utiliser contre l'islam. Les terroristes sont devenus des islamistes ou des djihadistes. Autrement, selon certains médias qui s'activent dans la prolifération de sujets avec des contenus bourrés d'amalgame, terrorisme égale islamisme égale djihadisme. Or, nous tous, nous savons que cela est loin de la vérité. En effet, la dissimulation de la vérité a toujours été un outil de la part des incroyants pour faire aboutir leurs désirs. Pour ce faire, tous les moyens utilisés sont bons pourvu que l'on aboutisse aux résultats escomptés. Quand on fait une étude rétrospective et historique des civilisations et des différents modèles de pensée qui ont jalonné le monde, on constatera que la tendance réclame toujours la genèse d'un modèle nouveau de pensée qui doit faire scission avec l'ancien à travers un certain changement. Et depuis, il semblerait que l'islam s'affirme comme l'alternative la plus crédible aux yeux des observateurs les plus avertis. Il faut donc trouver les moyens pour contrecarrer cette perspective. C'est pourquoi on assiste à la naissance, au développement de pseudo-organisations islamistes qui combattent plus pour leur propre intérêt que pour celui de l'islam. C'est pourquoi aussi on assiste à une mondialisation du terrorisme, cherchant à déterrer, traquer et mettre en exécution tous ceux qui veulent vivre l'islam authentique prôné par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Merci. C'est également pourquoi de faux attentats sous la bannière islamiste sont perpétrés partout à travers le monde. De gros moyens sont mis en œuvre à cet effet. On comprend ainsi que le terrorisme phénoménon de nos jours soit une initiative qui vise à barrer le chemin aux gens vers le droit chemin.
quelle doit être notre position face à une telle situation? Nous sommes tous interpellés et nous devons agir individuellement. C'est impossible, mais nous devons agir individuellement, c'est impossible, mais collectivement, c'est très fort possible. Amadou. Alors, le parfaitement connaisseur a dit. Est-ce que vous pouvez conclure, s'il vous plaît? Oui. Ok. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. Ceux qui n'ont pas cru sont alliés les uns les autres. Si vous n'agissez pas de la sorte, il y aura discorde sur terre et grand désordre. Ainsi, il nous est interdit de s'ériger en spectateur sous peine de subir les conséquences. L'union des nations islamistes est indispensable, mais la définition des principaux axes d'union est encore primordiale. débat bi am na solo trop li ma ci wax lu gàtt rek li imam Ismaïl doon wax ci relation bi nekk entre pauvreté ak radicalisme loolu lu am la moo tax gouvernement yi bu ñuy xeex terrorisme dañoo war a gën a njëkk a xeex pauvreté ba pare te pour ñu xeex pauvreté itam gouvernement mënul lépp dafa am ay partenaires yoo xam ne ñoo koy jàppale ci xeex gi ñuy xeex terrorisme yooyu partenaire nag bu leen fragiliser ba nga xamante ne néew nañ doole bu boobaa ñi recruter terroristes yi dinañ gën a mën a am doole li ma bëgg a wax foofu mooy bokk na ci partenaires yi gën a jàppale gouvernement ci di créer ay emploi ak ci dimbali nit ñi bokk na ci ONG islamique yi ak association caritative islamique yi ñooñu nag malheureusement bu ñuy xeex terrorisme fi ne dañ leen di xeex dañ leen di néewal doole te pourtant li ñu téye ci société bi rëy na lool am na famille yu bëree bëri njëkk tey ñuy wax ay bourse familiale ak yooyu ñoom ñoo nekkoon di dimbali famille am na tey ay orphelins yu bëri yoo xamante ne jàng nañ ba tekki te fekk na association islamique yooyu ñoo leen doon teete di leen dimbali tey bari na ay ñu bëree bëri ñoo xam ne jàng nañ ci monde arabique beeg yooyu noonu wala am nañu diplôme ci wàllu arabe ñoo xam ne gouvernement bi mënu leen a jël en charge association islamique yooyu ñoo leen jëloon en charge utal leen ay liggéey ñuy liggéey di suturloo loolu lépp nag bu xëy dagg ñu ne dañ koy xeexe terrorisme boobaa dañuy gën a dimbali li nga xamante ne mooy terrorisme loolu rek laa ci bëggoon a jàppaloo jazakumullah khair. Félicitations d'abord pour l'amicale d'avoir vraiment organisé cette rencontre si importante. Je ne vais pas être long, j'avais noté beaucoup de points, mais je vais m'appesantir sur un seul point. En fait, c'est précisément sur la relation entre pauvreté et terrorisme. Je vais peut-être prendre le compte courant de certains de mes prédécesseurs, parce que moi, en fait, je pense que même s'il peut y avoir un lien entre le terrorisme et la pauvreté, mais quand même, il faut relativiser un tout petit peu. Parce que je pense que la pauvreté, elle est là depuis que le monde existe. Pourquoi arriver en ce temps T du moins, et qu'on assiste à une poussée fulgurante de ce phénomène-là, comme ça? Je pense qu'effectivement, il peut y avoir, mais je pense que le lien n'est pas très déterminant quand même. Par contre, le discours religieux, quand même, il faut le dire, parce que quand même, on a eu à assister quelques années auparavant d'un discours religieux qui vraiment, malheureusement, prêchait certaines choses. Par exemple, le fait de légaliser ou, par exemple, de caricaturiser un co-religionnaire, par exemple, le traité de mécréant ou autre, je pense que peut amener effectivement à cette situation. Donc, relativiser un peu sur ce domaine. Autre chose également, féliciter par rapport à l'initiative de créer ce centre-là, mais peut-être également respecter une seule chose. C'est que malheureusement, très souvent, ces genres d'initiatives sont un petit peu colorées, même si M. Sarr est revenu sur ça à la fin de son propos. Comment faire pour mettre en place quelque chose qui serait peut-être, qui n'aurait pas ni d'odeur ni de couleur, et que vraiment tout le monde, tous les musants puissent vraiment s'y retrouver. J'avais vraiment noté beaucoup de questions, mais compte tenu du temps, vraiment, je m'arrête là. Merci beaucoup. La sécurité, c'est la traduction opérationnelle des mesures qui sont prises en matière de prévention. Est-ce que c'est clair? C'est bon.
La sûreté renvoie à des idées, à des programmes, et la sécurité à l'action de mise en œuvre de ces programmes. Mais je voulais vous dire un mot à propos de pauvreté. La pauvreté, ce qu'il faut éviter, c'est la standardisation du terrorisme. Les causes du terrorisme ne sont pas les mêmes en France, aux États-Unis et à Niaganiao. Si c'était la pauvreté, il n'y aurait pas d'action à Madrid, à Barcelone, à Paris dernièrement, et puis aux États-Unis il y a 12 ans ou plus. Donc il faut définir la pauvreté. La pauvreté mentale, jahiliya. C'est cette pauvreté-là qui pose problème. Ce n'est pas la pauvreté économique. Celui qui volontairement croit qu'il doit mendier, gros gaillard, il doit mendier parce que c'est dans sa culture. C'est ça qu'il faut détruire. C'est ça la pauvreté. Un homme est pauvre quand il ne sait rien, quand il ne se connaît pas. Quand il ne sait pas que Dieu l'a élu, que Dieu a fait de lui un vicaire sur terre. لقد كرمنا بني آدم وأملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. S'il ne le sait pas, celui-là il est pauvre. Et c'est cette pauvreté-là qui conduit à tout. Ventre creux n'a point d'oreille, et je pense que il est l'heure de la rupture. Peut-être une petite précision. Parler de la pauvreté, c'est une question, mais c'est plutôt parler de l'exclusion sociale. C'est l'exclusion sociale en fait qui est le vrai facteur, et la pauvreté est un élément de l'exclusion sociale. C'est vrai que Mbaye est revenu sur le discours, on n'aura pas le temps de développer le discours. Dr Khadim est revenu sur la définition du terrorisme, on a fait un atelier spécial sur les définitions, on en a parlé pendant plus de 4 heures ou 5 heures, donc c'est pourquoi aujourd'hui on n'est pas revenu sur cela. En tout cas, c'est un thème qu'on ne pourrait pas tarir en une si courte soirée, mais prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne des occasions futures à développer davantage sur ces questions-là, et prions Allah subhanahu wa ta'ala d'agréer notre jeune, qu'il nous donne une réussite dans nos projets, qu'il nous donne longue vie et prospérité, et qu'il fasse de notre pays un pays de paix, un pays de stabilité et de sécurité. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal 'asyan واجعلنا اللهم من الراشدين وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.